Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci à l'ONPE et à France Protégée pour la belle invitation. Donc, aujourd'hui, je tenterai dans un court laps de temps de vous partager certaines de mes réflexions sur l'évolution de notre manière de penser les adoptions. Alors, avant de considérer les changements applicables à tout type d'adoption, commençons par revenir brièvement sur quelques grands marqueurs évolutifs en adoption internationale. D'ailleurs, merci au collègue Yves qui a déjà très bien mis la table, entre autres sur la Convention de la haie et les autres conventions qui ont précédé. Alors, l'adoption internationale en particulier, qui connaît actuellement, comme vous l'avez vu, une réorganisation absolument majeure, marquée par une baisse significative du nombre d'enfants adoptés à l'étranger. Aussi, réorganisation en lien avec un changement de ce qu'on pourrait appeler un changement de culture et une certaine conscientisation au fond de graves lacunes de procédures dans plusieurs décisions d'adoption. Les pays impliqués tentent depuis les années 2000 de réorganiser leur modèle de prise en charge, ce qui suppose aussi une remise en cause des valeurs qui ont autrefois mené à des mises en adoption à l'étranger de manière trop rapide ou avec une surveillance insuffisante des mécanismes à l'œuvre. D'ailleurs, au Québec, pas plus tard que la semaine dernière, il y a exactement une semaine, l'autorité centrale a annoncé pour la première fois un moratoire pour interrompre toute nouvelle adoption internationale sur son territoire pour motif de préoccupation envers la protection des enfants concernés, le manque de garanties internationales suffisantes des pays d'origine pour assurer les adoptions justes et pouvant protéger les droits des enfants de connaître leur histoire, donc soulignant la préoccupation plus forte que jamais auparavant pour cette dimension identitaire de leurs droits. Donc, comme on disait tout à l'heure, on ne peut pas faire une hiérarchie de droits et prétendre qu'il y en a qui sont plus importants que d'autres. Mais on va voir un peu dans la présentation comment on a quand même pu justifier ça auparavant. Alors, on avance. Oui. Alors, répercutant autant sur les conditions des adoptions entre les pays que sur les placements locaux, la Convention de la haie a donc institué un cadre d'action basé sur les droits fondamentaux des enfants. Ça implique une régulation massive et globale des procédures d'adoption, ce qui se répercute sur l'ensemble des acteurs concernés, sur les méthodes et les critères aussi pour évaluer les enfants et les postulants, sur les cadres législatifs de chaque pays et leur mise en application partout dans le monde. Cette conscientisation n'a plus le choix d'être, surtout en contexte stressant de dénonciation, mais aussi de preuves choquantes de nombreuses adoptions illicites. Malgré le bien fondé de ces pauses, de ces arrêts des adoptions qui ne sont pas d'hier, pour mieux garantir les droits des enfants dans le futur, dans le présent existent des conséquences bien réelles sur les enfants qui resteront souvent en institution à majorité même, donc d'un autre côté de cette décision, comme ça se répercute négativement bien sûr sur le rêve familial de plusieurs adoptants qui doivent annuler ou changer leur projet complètement. Les personnes adoptées elles-mêmes deviennent aussi plus conscientes et s'expriment davantage sur les dimensions structurelles, politiques de l'adoption et questionnent la difficulté à préserver leurs origines et la difficulté immense d'accéder à leurs informations et liens d'origine si elles le souhaitent. Au-delà de ces principes des grandes politiques internationales et locales de l'adoption, on assiste aussi à ce qu'on pourrait appeler un changement de paradigme qui défend l'idée d'une protection du développement global de l'enfant pris en charge, n'est-ce pas? Malgré cela, on assiste à un virage difficile dans l'application de ces garanties. Il reste encore ardu d'appliquer ces principes de protection dans les décisions de placement en raison de difficultés qui peuvent être d'ordre intersectoriel, aussi d'allocation de ressources suffisantes dans les communautés pour prévenir les abandons ou la maltraitance de tout type. En plus, nous avons observé plusieurs désaccords entre les acteurs juridiques, des services sociaux et administratifs sur l'adoption, sur la préservation des liens familiaux, sur les origines, etc. Donc, plusieurs sources de dissension malgré des apparences d'accords communs. Quelle application réelle, donc, à ces grands principes à l'heure actuelle? On a bien vu tout à l'heure en quoi ça restait très limité, même si ça remonte au milieu du siècle dernier, au fond, qu'on réfléchit sur les droits des enfants et sur les conventions pour assurer de meilleures garanties. Quelle application réelle?
Où en sommes-nous donc aux 30 ans de l'apparition, de cette Convention de La Haye dans la grande réorganisation des pratiques de l'adoption? Un constat qui se pose du moins est à l'effet que les engagements envers la Convention restent confrontés à des difficultés d'intégration aux pratiques locales d'intervention familiale et de placement, notamment avec cette prédominance du modèle tutélaire et institutionnel dans plusieurs pays comme milieu de vie encore privilégié pour quantité d'enfants pris en charge. Et si on analysait, voici ma proposition, et si on analysait ces changements et leurs tensions inhérentes par un cadre d'analyse discursif et narratif sur les pratiques. Donc, en considération que toute pratique d'intervention soit socialement construite et influencée par divers discours sociaux à un temps donné. Alors, j'aborderai ici l'adoption comme un espace narratif complexe qui contient des discours qui sont en tension malgré les apparences d'un désir commun pour le bien-être des enfants concernés. Ces discours sur les problématiques des enfants pris en charge, aussi sur l'adoption, sont souvent relayés par ce qu'on pourrait appeler des dictons justificatifs ou se voulant rassurants sur la pratique, tels qu'une famille pour chaque enfant, et non l'inverse, comme on a souvent entendu, et aussi que l'enfant est au cœur des décisions prises à son effet, etc., etc. Mais est-ce bien toujours le cas? Quels sont les intérêts de qui et pourquoi? À partir de quels critères les définit-on, ces intérêts de l'enfant à prioriser? Et le fait-on de manière trop standardisée ou encore en mode solution unique pour tous? Ou le fait-on en considérant la situation singulière, le contexte, les besoins et l'histoire spécifique pour chaque enfant? On pense ici, par exemple, à l'effet de la rupture complète des liens des adoptions plénières qui restent recommandées pour plusieurs jeunes, sinon pour la grande majorité en adoption internationale, mais aussi en adoption nationale, au Québec, entre autres. Est-ce qu'on consulte vraiment ces enfants aussi, même s'ils sont en âge de comprendre, sur ce que l'adoption représenterait pour eux? Ces discours sur l'intervention à privilégier pour un enfant en difficulté se relient au récit des problématiques qui les déclenchent, au plan familial, au plan social. Aussi, ils expriment ce qu'on considère parmi les types de vulnérabilité de ces enfants, ce qui les constitue, les structures, et viennent structurer aussi notre formulation de ce qui serait à leur meilleur avantage pour se développer de manière optimale, qui est l'argument des dernières décennies. L'adoption est donc constituée aussi socialement par divers discours qui portent sur sa légitimité, sur ses visées, ce qu'on souhaite au fond accomplir pour le futur de cet enfant. Alors, exprimé en divers lieux et diverses circonstances, notamment dans les médias et les différents secteurs d'intervention, qu'ils soient privés ou publics, ces narratifs sur l'adoption circulent, s'inter-influencent et se construisent les uns les autres dans le temps. Tel que proposé ici dans le modèle analytique des discours en intervention sociale de Lozeke, je vous cite, plusieurs sphères de l'écosystème de l'adoption entrent donc en tension. Si on considère que les narratifs sont issus de discours sociaux, mais aussi culturels, qui sont des tentatives d'explication ou de production de sens sur divers problèmes sociaux, ce qui donne lieu à ce que des récits organisationnels, institutionnels et culturels s'entrecroisent, s'entrechoquent parfois et s'influencent parfois dans la définition des problématiques, mais aussi des solutions à mettre en place. Et cela par le biais de politiques et d'interventions sociales, notamment en adoption, si on la considère comme intervention, bien sûr. Alors, une approche narrative et discursive nous permet de brosser un certain portrait des formes de pensée qui entourent les pratiques en adoption et permet l'introduction d'autres sources et divers types de discours, tels que ceux issus des personnes adoptées elles-mêmes, restées dans la marge jusqu'aux années, en fait, très récentes. Voyons quelques types de discours, sans être exhaustive ici, mais qui sont issus de diverses sphères du champ de l'adoption, parce qu'il existe un champ social de l'adoption et qui exprime les histoires qui ont été construites pour légitimer son bien fondé, ses objectifs, ses parties prenantes aussi pour identifier quels enfants devraient être concernés ou non par une adoption et avec quels impacts possibles dans leur vie.
Nous nommerons ici, entre autres, les discours médiatiques, puis institutionnels et scientifiques, qui ont des points communs, puis le discours sous-estimé jusqu'à présent des personnes adoptées elles-mêmes. Alors, on peut observer des luttes d'intérêt plus ou moins explicites, comme dans tout champ, qui deviennent visibles entre les divers acteurs du champ social de l'adoption et qui peuvent devenir plus visibles, notamment lors de scandales médiatisés, malheureusement. Ces divers discours appartenant aux acteurs du champ peuvent influencer ou peuvent parfois enfermer notre vision, nos approches ou la perception des rôles de chacun envers l'enfant, ou peuvent faire en sorte de maintenir des pratiques en place. Par exemple, celle du maintien du secret sur les origines des adoptés pendant tant d'années et encore aujourd'hui. On n'a qu'à penser aussi à l'évolution dans la considération du geste de l'adoption, celui auparavant qui étiquetait ces familles de non naturelles ou leurs liens comme étant supposément plus faibles que les liens du sang, pour ensuite avancer vers une valorisation, voire même une idéalisation de ce type de famille dans les médias, entre autres. Si notre récit de l'adoption devient teinté d'une approche structurelle ou sociocritique, on va aussi faire porter notre regard sur les forces sociales et les inégalités qui sont reflétées dans ces histoires d'adoption. Et on pourra soulever les intérêts qui sont en jeu dans la constitution des pratiques. Qui est avantagé, qui vit les pertes? En fait, l'enfant adopté peut vivre ces deux aspects à la fois. Et ça, on ne l'a pas assez considéré. Au-delà des oppositions ou des complémentarités, parfois, de ces types de discours, on observe une certaine évolution. D'abord, vu comme un acte de sauvetage, on a parlé tout à l'heure de l'humanitaire, surtout au milieu du siècle dernier, en contexte de guerre, l'adoption est désormais et plutôt perçue sur le plan des politiques et des institutions comme une intervention sociale régulée. L'accent est mis sur le bien-être de l'enfant, pas nécessairement sur l'aspect sauveur des adoptants de nos jours. Toutefois, le discours reste encore présent, le discours de sauvetage ou le discours humanitaire. On peut le détecter dans certaines organisations d'adoption, dans certains médias, dans certaines représentations sociales et films. On retrouve encore la présence d'un discours de sauvetage aussi, dans cette idée que c'est un acte de charité. Nombre d'adoptants se sont fait aborder à l'épicerie et se font encore aborder, ou des personnes adoptées en famille qui se font refléter. Voilà, imposer la représentation du beau geste de leurs parents et qui se questionnent en fait sur le pourquoi est-ce qu'on pourrait encore bien penser comme ça, quelque chose qu'eux ne perçoivent pas du tout de cette manière à l'intérieur de leur famille, ni socialement. Il y a aussi cette idée qui peut persister, qui reste liée au discours humanitaire, qu'au fond, il n'y a pas d'autre option valable. Un discours d'impuissance face aux alternatives, ou bien qu'il est trop tard de toute façon pour changer un système qui fait perdurer l'adoption comme seule alternative parfois, alternative à la vie en institution, notamment en adoption étrangère. Donc, ce discours peut avoir pour effet d'occulter les besoins réels et diversifier surtout des enfants adoptés et conduire à la persistance de mythes, conduire aussi à un certain sentiment de dette chez la personne adoptée. Il peut aussi conduire à des décisions mal éclairées, trop rapides, en soutenant une absence d'alternative valable. Alors, on a bien vu comment ce discours a pu souvent nuire à une prise en compte de toute la complexité de l'acte d'adoption. Par exemple, pour les adoptions tardives, de fratries, ou pour les adoptions d'enfants avec des besoins spécifiques qui posent des défis supplémentaires et qui pourraient impliquer d'autres types d'actions préventives aussi, avec une meilleure implication des politiques pour prévenir les abandons ou questionner l'impuissance à prendre en charge la santé des enfants des pays d'origine par leur système, qui devient trop souvent un motif principal de placement à l'étranger, ou qui l'a été dans les dernières décennies. Le discours humanitaire ou salvationniste occulte aussi la présence d'intérêts multiples, comme celui d'avoir une famille, mais aussi de préserver au moins les traces de leurs origines identitaires, ce qui perpétue cette image d'enfant qui doit repartir à zéro et que par les adoptants aimants, on changera tout, même les traumas. Et pour finir, ce discours peut plonger les adoptants eux-mêmes aux prises avec des difficultés parfois dans un sentiment d'échec ou de non-sens lorsque leurs soins ne suffisent pas pour effacer les marques de la préadoption ou de la coupure des liens elles-mêmes.
Alors, on a assisté à l'évolution du discours salvationniste, si on l'appelle comme ça, vers un discours de protection de l'enfance et de gestion du risque aussi, et qui devient ensuite observable, notamment dans les évaluations des postulants à l'adoption. Si tous les acteurs de l'adoption s'entendent en principe pour placer l'intérêt de l'enfant au cœur des préoccupations, c'est-à-dire le protéger, soutenir son développement, le discours de gestion du risque insiste sur le fait que tous les moyens d'y parvenir et que tous les milieux familiaux ne soient pas nécessairement adéquats et que la mise en famille adoptive doive se faire de manière méticuleuse en identifiant les besoins de l'enfant pris en charge, les motivations, les attentes des postulants, aussi en prenant davantage en compte les caractéristiques propres aux enfants eux-mêmes, surtout en contexte de besoins de plus en plus spécifiques et d'histoires de plus en plus chargées. Ce discours se construit beaucoup autour de la notion de capacité parentale comme élément central de gestion du risque, ce qui fait reposer énormément le poids du bien-être des enfants et même la réussite d'une adoption parfois sur les adoptants eux-mêmes, sans pour autant leur offrir des moyens d'accompagnement adaptés. Le concept d'ingénierie sociale de la parentalité illustre ces tensions, qui sont perceptibles depuis les débuts de sa pratique institutionnelle au siècle dernier. Comment construit-on les familles adoptives et leur sélection lorsqu'existe une perception au fait de devoir pallier l'absence d'une composante biologique à ce lien? Les familles adoptives ont toujours été perçues soit comme une moins bonne option que la famille d'origine, soit comme un peu suspecte, soit comme devant être encadrées jusqu'à un certain point et tout dépendant. Dans ce type de composition familiale non normative et surtout non basée sur les liens du sang qui sont souvent réifiés encore, il faut donc arriver à pouvoir gérer les risques de l'adoption, mais aussi ceux qui furent jugés inhérents à ce modèle familial lui-même, soit le risque de ne pas bien récupérer un développement altéré, le risque de trop souligner les différences par manque de ressemblance physique ou psychologique, le risque de faire revivre un abandon si l'intégration échoue, etc. Donc, le risque est partout. Alors, ce discours du risque s'articule autour d'un objectif protecteur de l'enfant qui est achevable par une meilleure gestion des placements et par un meilleur encadrement des recommandations en vue d'une adoption. L'institution doit, par chacune de ses actions, s'assurer que chaque adoption soit dans l'intérêt à long terme de l'enfant, préparant une intégration qui se veut réussie. Ces narratifs repérables sont aussi à l'effet d'éviter un vide de repère persistant pour l'enfant, tant sur le plan affectif que sur le plan identitaire, et d'assurer une stabilité à l'enfant dans une logique de permanence comme meilleure avenue. En même temps, la rupture des liens familiaux et l'effacement de l'identité première de l'enfant, avec la prédominance de l'effet juridique de rupture complète des liens, et le manque de précision souvent dans l'histoire racontée à l'enfant sur les motifs de son placement, peuvent amener un autre type de vide de repère, de sentiment identitaire incomplet. Aussi, on y retrouve le narratif que l'adoption protège de liens biologiques qui seraient nuisibles, soit par présence de maltraitance, de négligence, de mode de vie nocif des parents, qui peut s'accompagner d'une exigence qu'on doive rompre ces liens à tout jamais et le plus tôt possible. Alors, je reviens sur la notion narrative. L'acte narratif en soi inclut toujours une composante de performance ou d'effet recherché par l'emploi d'un discours ou d'un autre. Par exemple, ici, le discours relayé par les études développementales en adoption des 30 dernières années environ cherche à nous convaincre, à influencer, à justifier, à légitimer l'adoption la plus hâtive possible pour l'amélioration aussi rapide de l'état général de l'enfant. Ce qui est mis de l'avant par les acteurs professionnels, institutionnels et scientifiques, notamment par les nombreuses études développementales très bien établies sur le sujet, construisent par leur analyse de ses bénéfices l'adoption comme une intervention précoce efficace. C'est surtout dans le milieu anglo-saxon de cette manière qu'on la nomme, qu'on la définit. En fait, on met plusieurs conditions à cette intervention rapide et efficace. D'abord, l'adoption, si possible, doit se réaliser en jeune âge comme facteur de protection du déploiement d'un attachement mieux sécurisé, comme facteur de protection du développement cognitif aussi par un milieu plus stimulant, comme facteur de protection et d'accroissement de la santé, notamment en adoption internationale face aux états de malnutrition et de maladies non adéquatement soignées, comme source de stabilité, surtout des liens affectifs et identitaires.
Cette famille adoptive, donc, à laquelle on revient, devient très centrale, encore une fois, dans le processus, une opportunité, un capital social et développemental. Aujourd'hui, on assiste à une évolution du discours très perceptible qu'on pourrait qualifier du passage de l'adoption-protection, sans la délaisser pour autant, avec la dimension de sécurité affective et physique au centre, vers une plus grande conscientisation de l'importance de la préservation de l'identité des enfants, s'ils doivent être pris en charge. En contrepoint aux autres discours, on voit le narratif de la double appartenance familiale, culturelle et géographique, soulevé comme enjeu pour le développement identitaire de la personne adoptée et par ces dernières qui font connaître plus qu'avant leur expérience de l'adoption, qui revendiquent la place de leurs origines et de l'accès à leurs informations dans le processus de développement identitaire, entre autres aspects. Dans un contexte égal, mais aussi discursif sur le plan social, dans une certaine mesure, l'adoption reste beaucoup considérée comme une substitution des liens familiaux et sociaux pour l'enfant, ce qui est souvent défendu par un narratif, mais contesté, au fait que le prix de la perte des informations et liens d'origine reste, somme toute, acceptable dans une vision coût-bénéfice. C'est mieux, au fond, pour eux, vu la stabilité familiale, vu les gains ou opportunités. On a tellement longtemps pensé comme ça. On y a beaucoup défendu l'idée que le fait de trouver une famille sécurisante, un lieu d'appartenance principal, compensera ou du moins adoucira un peu les pertes, les deuils des parents de la communauté. Cette analyse semble avoir formé un discours de substitution des liens d'origine, impossible à maintenir ou encore nuisible pour l'enfant ou trop instable, dans lequel il est attendu d'assister à une refonte identitaire de l'enfant adopté. Alors, cette analyse a formé un discours de substitution. Vous allez voir des exemples ici. Beaucoup d'anthropologues ont aussi travaillé sur le sujet, ont exploré cette injonction à une renaissance par l'adoption et d'existence d'un soi laissé derrière, source de questionnement des adoptés sur la partie d'eux qui reste dans le mystère ou sur l'idée d'avoir une vie en parallèle quelque part ou de ce qui aurait pu être. Elle parle aussi d'inscription identitaire fictive par présence du certificat de naissance qui efface encore, dans tellement de types d'adoption, les origines et inscrit les parents adoptifs comme les seuls parents de l'enfant. Notre culture, donc, encore aujourd'hui, rejette le fait de reconnaître et de parler de cette coexistence des familles, de sorte que plusieurs adoptés et familles adoptives peinent à aborder eux-mêmes pleinement le sujet, même avec leur bon vouloir. Et si nous n'avions pas Et si nous n'avions pas suffisamment considéré la complexité du développement identitaire en adoption et son importance dans leur bien-être au long terme pour toute la vie, minimisant les effets de la perte de lien et surtout de possibilités pour l'adopté de connaître son histoire, ses origines familiales, culturelles, les circonstances de son placement, ce qui lui est arrivé. Les témoignages obtenus des adoptés aujourd'hui nous indiquent que, sans nécessairement tout remettre en question nécessairement de leur adoption, qu'il s'agit d'une dimension considérable et contributive au sens qu'ils accordent à leur expérience de vie. Alors, dans cette dernière partie de notre présentation, voyant bien le temps qui file, ne vous en faites pas. Nous conclurons en illustrant quand même brièvement ces enjeux qui préoccupent les adoptés que nous avons rencontrés dans notre plus récente étude sur l'expérience de la recherche des origines de personnes adoptées au Québec et qui sont nées au Québec. Donc, même en adoption nationale, c'est une question qui reste pertinente. Donc, c'est une étude qui fait ressortir que l'accès aux informations demeure problématique, limité ou même impossible pour plusieurs adoptés actuellement, malgré les politiques et les cadres légaux qui tentent de la faciliter, et même pour de plus jeunes adoptés. Donc, on a rencontré dans une étude qualitative 16 personnes nées et adoptées au Québec, comme je vous disais, qui ont pour la plupart voulu effectuer des recherches et même des retrouvailles avec des membres de leur famille après des décennies de pensée à leur sujet. Alors, parmi les nombreuses conclusions, nous garderons les suivantes afin d'illustrer un peu l'importance d'intégrer l'identité dans le discours de l'adoption. Trois thématiques centrales dont je donnerai un bref aperçu ici. La première est que l'expérience de devoir lutter pour accéder à ces informations au dossier d'adoption est centrale, malgré les réformes visant à faciliter la recherche et les retrouvailles au Québec.
Les adoptés décrivent des obstacles administratifs, légaux et temporels. Aussi perçoivent le soutien offert comme limité ou insuffisant pour faciliter la recherche de leurs origines. Donc, on a rencontré des participants pour qui la majorité utilisait les réseaux sociaux, souvent en complémentarité, aussi avec les tests ADN commerciaux qui sont légaux au Canada, et des communautés en ligne, etc., pour compléter les recherches qui restent autrement très limitées, même dans les résultats présentés par les services sociaux, faisant d'elles-mêmes des Sherlock Holmes de leur propre histoire. Ces personnes ont illustré en quoi la recherche d'origine peut être émotionnellement épuisante, bouleversante, source d'incertitude, mais aussi souvent libératrice et source d'affirmation, peu importe le résultat. La deuxième conclusion est qu'elle parle d'une communauté identitaire entre le vide, l'établissement d'une légitimité et la réunion de fragments de soi. Les participants ont exprimé une sensation de fragmentation identitaire liée à l'absence de données ou de contradictions dans leurs informations reçues parfois, de ne pas savoir ce qui fait réellement partie de qui ils sont devenus. Aussi, plusieurs ressentent un dilemme émotionnel entre une gratitude envers la famille adoptive et le besoin de connaître ses racines, ses autres sources d'appartenance. Enfin, nous avons perçu une certaine internalisation du discours substitutif de l'adoption lui-même, même chez les adoptés plus jeunes. Par exemple, manifester une grande crainte de peiner sa famille, comme s'ils devaient constamment légitimer leur besoin de savoir, sans qu'on y conclue que leur expérience familiale en adoption était forcément malheureuse s'ils désiraient savoir. Donc, en conclusion, malgré ces marqueurs d'évolution de l'adoption que je vous ai partagés, plusieurs enjeux persistent, évidemment, et renvoient à repenser et à actualiser l'adoption à la lumière de cette évolution des discours, de ce qui nous semble acceptable pour les enfants. En premier, il s'agit de mieux intégrer les composantes qui font partie du développement sain d'un enfant, sa protection, sa sécurité, sans nécessairement sacrifier ses appartenances et ses liens. La préservation de l'identité d'origine au dossier et en communication claire à la personne adoptée est désormais reconnue comme droit, en fait depuis longtemps. Elle peut prendre diverses formes, de l'inscription d'informations véridiques à leur dossier jusqu'à sa communication accessible et bien soutenue sur le plan familial et professionnel. Irons-nous vers cette meilleure harmonisation dans les pratiques entre le droit à la sécurité et à l'appartenance stable à une famille et le droit à connaître son histoire, à préserver certains liens en continuité familiale et culturelle? Ou devra-t-on aller vers encore plus de fermeture de la pratique de l'adoption comme seul moyen d'en limiter les effets dommageables ou pour se donner le temps de la repenser? Voici quelques références si ça vous intéresse pour appuyer cette réflexion, quelques publications en lien avec mon propos d'aujourd'hui. En vous remerciant chaleureusement pour votre attention et au plaisir d'en discuter. Merci.